Merci d'être là. Comme Christine le mentionnait, finalement, moi, je m'intéresse à cette question-là. Donc, bloguer quand on est professionnel de la santé, quel impact sur la relation soignant-soigné? Il faut savoir que c'est une question qui s'inscrit dans mon projet de mémoire. Donc, c'est une question parmi tant d'autres. Alors, pour bien comprendre, pouvoir répondre à la question, je vais vous faire d'abord un peu un portrait de ma recherche qui est en cours présentement. Alors, d'abord, je vais vous faire une petite mise en contexte. Je vais vous expliquer brièvement l'objectif de ma recherche, la méthodologie qui a été employée. Je vais faire un survol des résultats préliminaires des différentes analyses thématiques suite aux entrevues menées avec les soignants blogueurs québécois. Et je vais vous parler donc de l'impact du blog sur la relation soignant-soigné. Alors, je vais passer rapidement pour cette première section, vu qu'on en a déjà discuté ce matin. Ce qu'on sait donc rapidement par rapport aux soignants et Internet et le Web 2.0, c'est que l'avènement de la e-santé a fait en sorte que les sources d'information sont multipliées. Grosso modo, c'est une bonne nouvelle parce que la santé est maintenant démocratisée, donc l'information médicale, scientifique est accessible à tout le monde. Ça, évidemment, ça fait en sorte que les soignants ont une responsabilité maintenant de se positionner sur le web et les médias sociaux. Donc, il y a plusieurs chercheurs et soignants qui s'entendent pour dire que les professionnels de la santé ont une obligation d'être présents sur ces différentes plateformes-là pour donner l'heure juste aux patients. Donc, on voit une petite citation d'un médecin américain, Dr. Vartabedian. Donc, ça résume bien la pensée de plusieurs soignants. On constate aussi qu'il y a une participation croissante, mais qui est plutôt hasardeuse à ce stade-ci des professionnels de la santé sur le Web 2.0. Et puis, je crois que c'est Christine qui l'a mentionné aussi, mais les études qui ont été menées à présent se sont beaucoup centralisées sur le rapport qu'entretiennent spécifiquement les médecins avec les différents types de médias sociaux. Donc, on n'a pas beaucoup étudié les autres catégories de soignants. Donc, c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce projet de recherche. Et puis, un autre aspect intéressant, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que l'intégration professionnelle est plus difficile sur les médias sociaux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait que les soignants en font une utilisation personnelle beaucoup plus couramment qu'une utilisation professionnelle. Par exemple, ici, c'est des petites statistiques rapportées par le sondage national des médecins en 2014 au Canada. Donc, parmi les soignants interrogés, on voit qu'il y en a 40,4 % par exemple, qui font une utilisation personnelle d'outils des médias sociaux comme Facebook et LinkedIn, alors qu'il y en a seulement 8,5 % qui en font une utilisation professionnelle. Donc, on voit vraiment qu'il y a une distinction importante entre les deux, finalement. Donc, on sait également qu'il y a nombre de défis techniques et éthiques relatifs à l'investissement en ligne des soignants. Donc, je vais pouvoir vous en reparler en détail. Et puis, on sait aussi qu'il y a un flou en ce moment quant aux lignes directrices et recommandations des ordres professionnels au sujet de l'investissement des soignants sur le web. C'est relativement récent, d'ailleurs, pour les différents ordres professionnels d'émettre des lignes directrices ou des recommandations explicites pour les soignants. Au Canada, donc, c'est l'Association médicale canadienne qui a diffusé les toutes premières lignes directrices nationales, je pense que c'était en 2011. Et puis après, au Québec, on va voir tout à l'heure, mais il y a quelques ordres qui se sont penchés sur la question au fur et à mesure. Ce qui est intéressant de constater, qu'on voit dans la littérature beaucoup, c'est qu'il y a une critique qui est soulevée à l'égard de l'orientation générale de ces lignes directrices-là. Donc, on dit que les ordres sont plus clairement préoccupés par les risques que par l'offre de conseils. Donc, on focus beaucoup sur les risques de s'investir sur les médias sociaux, Internet, à la place de donner finalement des pistes de solutions, comment le faire, comment bien le faire, comment y parvenir, etc. Et donc, la dernière constatation qu'on a vue, évidemment, c'est qu'en ce moment, il y a peu de soignants qui sont investis sur Internet et les médias sociaux, spécifiquement au Québec. Ce qu'on sait des soignants blogueurs maintenant à l'extérieur du Canada, donc c'est un peu ma petite revue de littérature. On voit que c'est une pratique qui est plus populaire en France et aux États-Unis notamment. C'est une pratique à l'extérieur des frontières qui est plus documentée et aussi un peu mieux encadrée. On sait que les blogueurs vont bloguer selon différentes thématiques et pour des motivations qui sont variées. Et donc, il y a une plus grande visibilité des blogueurs français et américains. Donc, notamment en France, d'ailleurs, il y a une communauté de soignants blogueurs qui est connue sous le nom du Club des médecins blogueurs.
Et aux États-Unis, on remarque qu'il y a quand même plusieurs figures d'autorité là, qui sont importantes en tant que soignant-blogueur. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a un, entre autres, c'est M. Dr. Kevin Campbell. Et quand on entre sur sa page, son blog, finalement, c'est la citation qui apparaît. Donc, on voit vraiment la visée, l'objectif pour ces soignants-là d'être présents sur Internet et les médias sociaux. Alors, on entre dans le vif du sujet. Donc, ce que l'on ne sait pas des soignants-blogueurs, en fait, on sait au Québec qu'il y en a quelques-uns, mais qui sont-ils? On ne sait pas réellement. Quelles sont leurs motivations à bloguer? Quels usages font-ils de leur blog? Et moi, je me suis intéressée à c'est quoi leur perception des risques et des opportunités qui sont associés pour eux à la pratique du blog en santé. Donc, pour justifier l'importance de ma recherche, je trouvais intéressant de répondre à cette question. Donc, pourquoi c'est primordial d'avoir une connaissance approfondie de la situation des blogueurs québécois? Il y a 2 auteurs qui se sont prononcés là-dessus, disant que l'idée, c'est de favoriser l'émergence d'une génération de soignants qui maîtrisera les outils du Web 2.0 dans le but de promouvoir l'éducation et la réflexion en santé, donc ce qui est très légitime à mon avis. Alors, pour résumer un peu mon objectif de recherche, c'est de mieux comprendre l'expérience des soignants québécois blogueurs, de cerner les motifs qui les animent et les significations qu'ils associent à cette pratique qui est parfois controversée. Donc, pour ma méthodologie, finalement, c'est une recherche qualitative. Les entrevues menées, c'est des entrevues semi-dirigées. Pour mon échantillonnage, donc mon objectif, c'était d'avoir une douzaine de soignants blogueurs. Et ce qui est intéressant, à mon avis, c'est que j'ai pu rencontrer des soignants de diverses professions. Donc là, on voit, il y a plusieurs professions qui sont représentées. 2 médecins, 2 psychologues, 2 nutritionnistes, 2 pharmaciens, une orthophoniste et un physiothérapeute. Petit astérix parce que c'est le seul à qui, finalement, je n'ai pas encore pu faire l'entrevue en date d'aujourd'hui. Donc, je vous fais d'abord un bref survol des résultats préliminaires des analyses thématiques. OK. Alors, profil général des soignants-blogueurs québécois. D'abord, ce sont des hommes en majorité. Donc, j'ai interrogé, finalement, il y a 8 hommes inclus à mon étude, tandis qu'il y a seulement 2 femmes. Donc, c'est intéressant de constater que, supposément, que c'est une pratique qui intéresse plus les hommes. Pas si jeune que ça. Je pense que vous le mentionnez également, on voit dans la littérature que ce sont plus les jeunes qui sont portés à s'investir sur les médias sociaux ou les étudiants en santé, finalement. Eh bien, moi, dans mon échantillon, ils ne sont pas si jeunes que ça, pour le dire comme ça. Ils ont en moyenne 17 années d'expérience dans leur métier respectif, donc on voit que ce n'est pas nécessairement ceux qui sortent des bancs d'école qui vont décider de s'investir sur les médias sociaux. Un autre point intéressant à souligner, c'est que les soignants portent plusieurs chapeaux. Donc, souvent, ça va être évidemment des soignants qui vont s'investir sur leur blog, mais aussi sur les différentes plateformes des médias sociaux. Et puis, il y en a plusieurs d'entre eux également qui vont être investis dans les différents médias traditionnels. Donc, c'est vraiment, ils vont être un petit peu partout à la fois. Alors, la définition de la pratique du blog en santé. Je leur ai demandé, en fait, dans quoi ils écrivaient le contexte d'usage de leur blog. Est-ce qu'ils en font un usage qui est professionnel ou personnel? Ils m'ont tous répondu que c'est d'abord dans une visée professionnelle, mais qu'ensuite, ils apportent finalement leur expérience personnelle à l'usage qu'ils en font. Et donc, quelqu'un me disait, le blog nous permet d'apporter nos couleurs personnelles. Donc, on voit vraiment l'intérêt pour eux de bloguer. Pour ce qui est du public cible, je suis trop loin. Finalement, ils ont tous une mission qui est grand public, mais ils ont pu faire l'observation que leur public cible, c'est notamment des femmes. Donc, pour la plupart, c'est ce qu'ils ont pu observer dans les commentaires, etc. Et puis, un autre fait intéressant, c'est qu'ils sont tous très étonnés que leur blog rejoigne d'autres professionnels de la santé. Donc, ils remarquent qu'il y a beaucoup de chercheurs, de scientifiques et d'autres professionnels de la santé qui vont être intéressés par leur blog, qui vont repartager leurs articles de blog, etc. Les thématiques abordées sont vraiment diverses selon, évidemment, la visée du blog, mais je les ai regroupées sous 4 catégories. Donc, la première, c'est la démystification en santé. Donc, ils ont vraiment comme objectif de défaire les mythes en santé. Un autre objectif, finalement, c'est de divulguer de l'information médicale. Ils vont aussi parler de l'actualité scientifique
et une autre catégorie, l'actualité politique. Donc voilà comment je les ai catégorisés. Alors, l'objectif derrière l'investissement en ligne, c'est très différent selon les blogueurs, puis je pense que les réponses sont très intéressantes parce que on remarque que c'est très différent, puis la plupart du temps, les intentions sont toujours tournées vers autrui, donc vers le public, les patients. Donc, par exemple, encourager et motiver les soignants à s'investir sur les médias sociaux. Donc, vraiment, il y en a qui disaient « moi, je le fais pour servir d'exemple aux autres ». Donc, ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, acquérir une certaine notoriété. Donc, évidemment, selon la visée du blog, par exemple, je pense aux nutritionnistes, eux, le blog va vraiment leur servir également à aller rechercher une clientèle. Donc, il y a une visée qui est différente. Ensuite, vulgariser l'information. Un soignant me soulignait, il manque de transmission d'informations entre la recherche et la communauté. Donc, on voit vraiment le besoin ici. Simplement d'échanger avec les gens. Donc, beaucoup soulignaient que c'est la chose qu'ils préfèrent, en fait, lorsque les gens apportent un différent point de vue, qu'ils peuvent échanger. Donc, ça, c'est vraiment leur priorité. Et puis, améliorer le sens critique des gens. Donc, un soignant soulignait ce qui est un bon choix pour une personne n'est pas nécessairement un bon choix pour une autre. Donc, ils veulent amener les gens vraiment à développer ce sens critique-là. La formation 2.0 des soignants blogueurs, ce qui est intéressant, c'est qu'aucun des soignants interviewés, finalement, n'a eu de formation pour s'investir sur sur leur blog et sur les médias sociaux. Donc, ils ont vraiment appris par eux-mêmes, soit avec des tutoriels, en faisant des lectures, etc. Intégration des outils du Web 2.0 dans leur pratique professionnelle. Moi, en fait, je me suis demandé, est-ce qu'ils font un usage d'autres outils du Web 2.0 dans leur pratique professionnelle? La réponse est oui, donc que ce soit, par exemple, Twitter, Facebook, LinkedIn, etc. Tous les soignants blogueurs interviewés se servent au moins de Facebook. Donc, tout le monde se sert de Facebook pour repartager leur billet de blog. Donc, ça a vraiment ici une intention, pour eux, c'est un outil qui est promotionnel, donc ça leur permet un plus grand partage à travers le public. Et puis, je me suis intéressée à savoir comment ils situent leur pratique du blog, finalement, à travers les autres outils du Web 2.0. Pourquoi le blog, finalement, c'est encore pertinent de l'utiliser en 2016 alors que, tu sais, on a accès à tellement d'autres outils du Web 2.0? Les réponses sont très pertinentes. Donc, d'abord, la notion de profondeur qui a été soulevée. Donc, pour eux, c'est vraiment, il y a une valeur ajoutée en termes de contenu que les médias sociaux comme Facebook, par exemple, ne permettent pas nécessairement. Ensuite, il me disait qu'il y a un référencement à l'intérieur de l'outil qui est comme vraiment important, dans le sens que quand on va sur le blog d'un soignant, bien, on peut rechercher par sujet, par article, et puis ça va être facile de retrouver l'information. Tandis que, par exemple, sur Facebook, c'est un fil, finalement, qui défile, alors c'est plus difficile d'avoir accès à une information. Il y a aussi l'aspect de notoriété et crédibilité qui a été soulevé. On me disait, par exemple, lorsqu'on a une discussion dans d'autres médias sociaux comme sur Facebook, toutes les opinions se valent. Alors pour eux, vraiment, le fait d'avoir leur blog leur permet de se positionner. Je suis docteur tel, de telle profession, de telle... donc, ça leur permet vraiment de s'affirmer en tant que professionnel de la santé. Alors, on a parlé également des enjeux de la pratique du blog. Donc, d'abord, il y a des enjeux techniques qui ont été soulevés. C'est important de constater finalement que ces enjeux techniques-là s'appliquent plus aux soignants blogueurs indépendants qui ne sont pas rattachés à une organisation. Tu sais, je pense par exemple aux soignants qui bloguent pour des plateformes comme l'actualité médicale, Naître et grandir, etc. Bien, eux, c'est un souci qu'ils n'ont pas réellement parce que quelqu'un finalement fait le gros du travail technique là, à leur place. Mais pour les soignants blogueurs indépendants, donc ils vont souligner beaucoup le manque de temps. Donc, quelqu'un me disait, c'est inhumain le nombre d'heures que j'ai dû mettre là-dessus. Donc, on voit vraiment l'ampleur du problème. On a aussi abordé la notion de contrainte de mots. Donc, on sait qu'un blog qui est efficace, donc doit être court la plupart du temps. Et puis, on me disait, c'est pas évident pour des universitaires parce qu'on a l'impression qu'il faut toujours aller un peu plus loin. Donc, il y a vraiment cet aspect-là qui a été soulevé. Et évidemment, la complexité du fonctionnement. Alors, c'est facile de créer un blog, par exemple, via WordPress, mais comme un soignant le mentionnait, tu peux te partir un blog sur WordPress, ça prend 5 minutes et n'importe qui peut faire ça. Mais à partir du moment où tu veux faire quelque chose d'un peu plus sérieux, la courbe d'apprentissage devient vraiment plus intense. Donc ça, c'est une difficulté qui a été soulevée
Et il disait c'est pour ça que c'est vraiment important de s'entourer des bonnes personnes, des gens qui ont vraiment une bonne connaissance de l'informatique, des sites web, etc. Maintenant, on a abordé les enjeux éthiques. Donc, il faut savoir que la plupart des soignants reconnaissent que les enjeux éthiques sont nombreux et il y en a plusieurs d'ailleurs qui supposaient que c'est une réalité qui probablement décourage beaucoup de soignants de s'investir sur les médias sociaux. Donc, ce sont des enjeux éthiques qui ont été soulevés. Donc, premièrement, ils ont dit c'est vraiment important de valider, revalider l'information, toujours s'appuyer sur des multiples sources crédibles. Quelqu'un me disait au début, j'écrivais pas mes sources parce que pour moi, ça va de soi, mais finalement, les gens demandent où est-ce que tu as pris ça, alors c'est vraiment important vraiment de s'appuyer sur des sources crédibles. Deuxième enjeu éthique, s'abstenir de donner des conseils médicaux personnalisés. Vous ne serez probablement pas d'accord avec ça, mais c'est quelque chose qui a été soulevé finalement souvent, donc ce problème-là de donner des conseils personnalisés aux patients. Quelqu'un a soulevé aussi éviter tout conflit d'intérêts. Alors, pour plusieurs personnes, ce serait plus facile de pouvoir mettre, par exemple, de la publicité sur leur blog pour faire finalement une source de revenus, donc c'est vraiment à s'abstenir pour éviter tout conflit d'intérêts. La protection de la confidentialité des patients, pour eux, c'est très important. Aussi, ça c'est plutôt drôle, mais ils se sont rendus compte en bloguant qu'il y a certains sujets en santé qui sont délicats et qu'on ne devrait peut-être pas aborder comme le sujet des vaccins. Donc, quelqu'un m'a mentionné, si je parle des vaccins, c'est mon suicide professionnel. Donc, c'est vraiment, il y a des sujets qui sont à éviter. Et un point qui a été soulevé aussi couramment, c'est la notion de comment je dois gérer les commentaires et les messages que je reçois en privé. Donc, citation intéressante, quelqu'un disait « Qu'est-ce que je fais quand quelqu'un me pose une question d'ordre médical? Quand quelqu'un m'écrit que c'est une urgence médicale du genre « Je veux me suicider, qu'est-ce que je fais? » Donc, la plupart des soignants qui s'investissent sur leur blog ne pensaient pas souvent que ça irait aussi loin que ça. Donc, qu'est-ce que je dois répondre à quelqu'un qui me dit ça dans un message privé? Donc, ça, pour eux, c'est des enjeux qui sont importants. Je trouvais ça intéressant de voir finalement quel est le positionnement des ordres professionnels à ce sujet-là. Juste mentionner qu'il y a certains ordres qui ont pris position par rapport à l'investissement des soignants sur le Web 2.0, alors que d'autres non. Puis il y a des soignants aussi qui l'ignorent. Donc c'est vraiment, des fois, c'est pas clair s'ils se sont positionnés ou non. Ce que je sais à ce jour, c'est que le Collège des médecins du Québec a émis une réflexion éthique. L'Ordre professionnel des diététistes du Québec également a fait une charte des médias sociaux. Il y a l'Ordre des psychologues du Québec, on me dit qu'ils en font mention dans le code, et puis qu'il y a des formations qui sont données annuellement à ce sujet-là. Pour ce qui est de l'Ordre des pharmaciens du Québec, on dit qu'ils ont l'intention de se positionner. Mais en gros, ce que les soignants disaient, c'est qu'ils trouvent que les ordres professionnels ont beaucoup de retard à ce niveau-là et que pour la plupart, ils ne sont pas prêts finalement à supporter des soignants, autant quand ça va bien que quand ça va mal dans leur investissement sur le web et les outils du Web 2.0. Alors, on arrive à la question, finalement, quel est l'impact du blog sur la relation soignant-soigné? Il y a une nuance qui est importante ici à apporter, parce que quand j'abordais cette question-là, on me disait, en fait, c'est plutôt l'impact de la présence des soignants dans la sphère publique que spécifiquement sur le blog. Donc, c'est le fait de prendre vraiment la parole publiquement en tant que soignant. Donc, on voit vraiment qu'il y a une combinaison autant de leur présence sur les médias sociaux que sur les médias traditionnels. Et donc, la majorité a vraiment apporté cette nuance-là. Donc, premier point, un premier impact, c'est les interactions finalement avec le public. Les soignants blogueurs reçoivent en général vraiment beaucoup de commentaires de la part des patients et du public, que ce soit directement sur leur blog, mais également aussi dans les autres médias sociaux et aussi dans la vraie vie. Donc, ils trouvaient que finalement, ça facilite beaucoup l'interaction avec le public et la plupart des gens adorent ça, recevoir des commentaires, comme je le mentionnais tout à l'heure. Pour eux, c'est vraiment intéressant que la discussion soit ouverte. Le deuxième point soulevé, c'est la proximité avec le public. Il y a plusieurs soignants qui ont mentionné que cet investissement-là sur le Web 2.0 a fait en sorte qu'ils se sont beaucoup rapprochés des gens. Petite citation, des fois, les gens vont dire que les réseaux sociaux, c'est impersonnel.
Ça dépend comment on les utilise. Moi, je trouve qu'au contraire, ce sont souvent les plus belles plateformes pour jaser avec les patients en tant que professionnel de la santé. Donc ça, c'est intéressant. Il y a aussi l'aspect de notoriété qui a été soulevé. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que les gens qui s'investissent sur le Web 2.0 deviennent des genres d'experts, des représentants de leur profession aux yeux des patients. Par exemple, un pharmacien va être un expert des produits naturels, un nutritionniste va être spécialisé dans le comportement alimentaire, etc. Donc, pour le public, le soignant est vraiment perçu comme un représentant de sa profession. Et le dernier point apporté, humanisation. Plusieurs soignants ont souligné que ça a vraiment apporté un changement de la perception des patients par rapport à une profession en particulier. Alors, je vais conclure. Les petits constats que moi, j'ai pu, finalement, je me suis rendu compte à la suite de la littérature et également des entrevues menées avec les soignants, c'est que, bon, le manque de soignants investis sur les médias sociaux pour donner l'exemple. Donc, il n'y a pas tant de soignants qui s'investissent sur les médias sociaux. Également, le sentiment d'appartenance à une communauté de soignants. Quand on leur pose la question « Est-ce que vous sentez que vous appartenez à une communauté de soignants? » Les opinions sont partagées. Il y a d'abord l'aspect qu'il y en a qui disent « Moi, ça m'a permis d'entrer en contact avec beaucoup de soignants. J'ai l'impression de connaître ces gens-là avec qui on échange sur les médias sociaux. » Et il y a aussi l'aspect que les gens disent « Ouais, mais c'est pas une communauté qui est officielle, on n'est pas une communauté qui est soudée, etc. » Et donc, le constat également, le blog, est-ce que c'est un espace d'échange ou de diffusion? Moi, mon hypothèse, c'est qu'à la base, le blog était probablement plus un espace d'échange qu'aujourd'hui, parce que maintenant, grâce à tous les médias sociaux, ça nous permet d'échanger ailleurs. Donc, le blog est plutôt perçu aujourd'hui par les soignants comme un espace de diffusion. Donc, quelqu'un mentionnait 95% de l'activité de mon blog se fait vraiment sur la page Facebook. Et dernier point, le temps, c'est de l'argent. Alors, évidemment, ça demande beaucoup de temps pour tous les soignants de s'investir sur leur blog, et puis c'est pas payant. Donc, quelqu'un mentionnait, je suis un des sites web en santé qui a le plus gros trafic, puis même à ça, c'est pas payant. Donc, on voit vraiment que ça peut être une réalité qui va décourager les soignants de s'investir sur les médias sociaux au Québec. Alors, ma question, finalement, d'ouverture, comment faire alors pour intéresser plus de soignants québécois à s'investir professionnellement sur les médias sociaux? La question se pose.